La section 3 portant sur la protection du droit à l'exécution compte deux recours à la disposition du créancier. Aux articles 1627 à 1630, vous retrouvez l'action oblique, alors qu'aux articles 1631 à 1636, vous retrouvez l'action en inopposabilité. Ces recours ont à la fois plusieurs différences et similitudes. La présente capsule traite exclusivement de l'action oblique. Toutefois, plusieurs notions présentées ici reviendront dans la capsule portant sur l'action en inopposabilité. À ce moment, je ne répéterai pas les mêmes explications. Je conseille donc d'être attentif. Avant d'aborder la protection du droit à l'exécution, il est bon de faire un rappel sur une notion que vous avez probablement déjà vue dans vos cours d'obligation 1, à savoir le gage commun des créanciers. Cette notion se retrouve dans le livre 6 du Code civil au sujet des priorités et des hypothèques, plus précisément à l'article 2644. Les biens du débiteur sont affectés à l'exécution de ses obligations et constituent le gage commun de ses créanciers. Pour Carbonnier, cela signifie que le créancier a sur les biens de son débiteur une série de pouvoirs. L'un de ces pouvoirs consiste à saisir les biens du débiteur. C'est ce qu'on appelle, entre autres, l'exécution forcée. Toutefois, avant de pouvoir procéder à la saisie des biens, le créancier aura parfois avantage à prendre des mesures dites conservatoires ou encore de sauvegarde, c'est-à-dire des mesures qui visent à conserver intact ou en partie le patrimoine du débiteur. Patrimoine qui, rappelons-le, constitue le gage commun des créanciers. C'est bien beau d'obtenir un bref de saisie, mais s'il ne reste plus rien à saisir, vous n'êtes pas plus avancé. C'est pourquoi le Code civil prévoit certains recours afin de protéger le droit du créancier à l'exécution. L'un de ces recours est l'action oblique. Certains auteurs qualifient même ce recours de préliminaire à la saisie. L'action oblique est un recours permettant au créancier d'exercer un recours dont son débiteur néglige ou refuse d'exercer. Le créancier dispose en quelque sorte d'un droit d'action contre le débiteur de son débiteur. Prenons un exemple pour l'illustrer. Je vous invite à être attentif puisque je reprendrai cet exemple tout au long du vidéo. Votre père vous prête 1 000 $. Il a alors une créance de 1 000 $ à votre égard. Éprouvant plusieurs ennuis financiers, il sait qu'il devra bientôt déclarer faillite. Votre père ne vous demande donc pas de le rembourser, car il sait que si vous lui transférez l'argent dans son compte, la banque va lui saisir. Votre père ne bénéficiera donc pas directement de votre remboursement. Dans un tel scénario, la banque peut prendre un recours oblique afin d'exercer les droits de votre père, afin de vous forcer à rembourser le 1 000 $ qu'il vous a prêté. Il va sans dire que l'exercice d'un tel recours est encadré par des règles très strictes, puisqu'il s'agit d'une atteinte au droit du débiteur à gérer lui-même son propre patrimoine. L'article 1627 prévoit d'ailleurs plusieurs conditions. Le créancier dont la créance est certaine, liquide et exigible peut, au nom de son débiteur, exercer les droits et actions de celui-ci lorsque le débiteur, au préjudice du créancier, refuse ou néglige de les exercer. Il ne peut, toutefois, exercer les droits et actions qui sont exclusivement attachés à la personne du débiteur. Il y a donc 4 types de conditions à l'exercice de l'action oblique. Celles relatives au créancier, à la créance, au débiteur et enfin, celles relatives aux droits exercés. L'action oblique fait également appel à plusieurs règles de procédure civile dont je ferai abstraction. Le créancier doit avoir un intérêt à prendre ce recours. Cette exigence découle de la notion de préjudice prévue à l'article 1627. Ce préjudice découle bien souvent de l'état d'insolvabilité du débiteur. Si le patrimoine du débiteur suffit pour garantir la créance, le recours est alors inutile. Le créancier devra démontrer que sa créance est certaine, liquide et exigible, telle que prévue à l'article 1627. Quant à ces 3 exigences, nous les avons déjà vues dans la capsule relative à la compensation. Regardons maintenant les conditions relatives au débiteur. En plus d'être insolvable, le débiteur doit refuser ou négliger d'exercer ses droits. Si le débiteur entreprend un recours contre son propre débiteur, le créancier ne pourra alors pas intervenir. Remarquez que l'inaction du débiteur n'a pas à être frauduleuse. Le simple fait qu'elle existe suffit.
La majorité des cas d'action oblique portent sur l'exercice par le créancier d'un recours en perception de créance contre le débiteur de son débiteur. Il s'agit de l'exemple de la banque pouvant vous poursuivre afin de récupérer le 1 000 $ que vous devez à votre père. L'action oblique peut également servir à demander la nullité d'un contrat conclu par le débiteur. Elle ne permet toutefois pas au créancier de forcer son débiteur à contracter, soit pour obtenir un travail ou encore pour assurer sa maison. L'alinéa 2 de l'article 1627 prévoit d'ailleurs une limite importante à l'action oblique, puisque le créancier ne peut exercer les droits et actions exclusivement attachés à la personne du débiteur. Si votre père a été diffamé dans la dernière année, la banque ne pourra pas prendre un recours contre le diffamateur. Également, si par hypothèse votre père a monétairement avantage à demander le divorce, la banque ne pourra pas exercer au nom de votre père un tel recours. Regardons maintenant les effets de l'action oblique, soit les effets entre le débiteur du débiteur et le créancier et les effets entre les différents créanciers. L'article 1629 prévoit les effets entre le débiteur du débiteur et le créancier. Celui contre qui est exercée l'action oblique peut opposer au créancier tous les moyens qu'il aurait pu opposer à son propre créancier. Cela veut donc dire que vous pourrez opposer à la banque la prescription du recours en remboursement, la nullité du contrat ou encore la compensation légale qui a pu s'opérer entre vous et votre père si ce dernier vous doit également de l'argent. Entre les créanciers, les effets juridiques sont prévus à l'article 1630. Les biens recueillis par le créancier au nom de son débiteur tombent dans le patrimoine de celui-ci et profitent à tous ses créanciers. Si le débiteur a beaucoup de créanciers, l'action oblique peut s'avérer peu profitable pour le créancier ayant exercé le recours, puisque les biens ou encore l'argent recueilli le sont au nom du débiteur. Conséquemment, ces biens entrent dans le patrimoine du débiteur, patrimoine qui, on s'en souvient, forme le gage commun des créanciers. Ces biens profiteront donc à tous les créanciers selon l'ordre de colocation, notion que vous étudierez dans vos cours de droit des sûretés. Le créancier qui a exercé l'action oblique ne sera donc pas privilégié par rapport aux autres créanciers. Si un autre créancier jouit d'un meilleur rang, c'est ce dernier qui en bénéficiera. Ainsi, si la caisse jouit d'un meilleur rang que la banque, cette dernière bénéficiera des efforts de la banque. Voilà pourquoi l'action oblique n'est pas toujours le recours le plus efficace à la portée du créancier. En effet, l'action en inopposabilité, que nous étudierons dans le prochain vidéo, est souvent plus profitable pour le créancier entreprenant le recours.